Dans mes rêves, c'est toujours la même chose. Quand il s'agit de se battre, je suis lent, aucun de mes coups touche et je finis par me faire buter sans pouvoir me défendre. Je suis un gars sympa, moi. J'ai jamais été agressif physiquement envers quelqu'un. Et ça, je crois que mon cerveau l'a bien compris. Il sait que je ferai pas de mal à une mouche. Mais quand tu te retrouves sur un ring, ces pensées n'ont pas leur place. C'est un coup à ce que mon cauchemar devienne réalité, que j'arrive pas à faire mal. Il y avait un changement à opérer. Faire comprendre à mon cerveau civilisé qu'il va falloir détruire et laisser place à l'animal. J'ai l'intime conviction que beaucoup de personnes ont à gagner à devenir plus méchants, plus agressifs et à réussir à libérer l'animal qui est en eux. J'ai commencé à en parler dans ma vidéo sur mon aventure en Thaïlande, mais j'ai pas développé toutes les raisons. La première raison que j'avais développée dans la vidéo, c'était par rapport à la violence, en fait il fallait se préparer à faire face à la violence au cas où, que c'était important de savoir libérer son agressivité, de savoir la contrôler, de savoir à quoi elle ressemble, sans pour autant fantasmer la violence, parce que ça aussi c'est ridicule. On veut surtout pas faire partie des personnes qui fantasment la violence, parce que justement c'est souvent les personnes qui ne la connaissent pas qui la fantasment, ils trouvent que c'est fascinant, bref. Et il faut pas non plus être le genre de personne qui se voile la face et qui se dit que la violence n'existe pas dans le monde, qui fait tout pour l'esquiver toute sa vie, qui ne se prépare pas en fait au cas où s'il y a un drame qui se passe, et si un jour elle tombe nez à nez avec cette violence, elle va pas savoir comment réagir, quoi faire, et ça va lui faire tout drôle. Ça c'est la première raison. La deuxième raison que j'ai envie de développer ici, ça rejoint un de mes objectifs personnels. J'espère vraiment que ça va parler à certains d'entre vous et que c'est aussi un de vos objectifs, mais un de mes objectifs de vie, c'est de devenir l'homme le plus bon sur Terre. Mais pas le plus bon dans le sens le meilleur dans un savoir-faire ou dans une compétence, mais le plus bon dans le sens de la bonté. Un homme qui fait le bien, un homme bienveillant, un homme gentil. Et cet objectif-là, c'est pas une mince affaire. J'ai pas encore atteint le niveau de bonté que je souhaite avoir, parce que je pense que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sagesse. Et la sagesse, c'est pas quelque chose qui se rush. On peut pas avoir la sagesse de Confucius du jour au lendemain. Ça prend du temps, on l'acquiert avec le temps, les expériences. Et aussi, il faut pouvoir être méchant. Pour être bon, pour être un vrai gentil, il faut savoir être méchant. Il faut pouvoir déployer de la méchanceté pour être dans la vraie gentillesse. Parce que sinon, t'es juste une victime. Dans ce cas-là, t'es gentil juste parce que t'as pas le choix. T'es obligé d'être gentil parce que soit tu n'as pas le courage, soit tu n'as pas les armes / compétences pour entrer dans la bataille, dans une confrontation. Attention, quand je parle de bataille et de confrontation, c'est pas forcément physique. Ça veut pas dire qu'il faut savoir et pouvoir casser la gueule à tout le monde. C'est dans tous les domaines qui sont plus ou moins compétitifs dans la vie. Donc ça peut être une négociation, un combat physique ou un combat d'idées aussi. Donc un débat, ça peut être dans des relations hommes-femmes, dans des relations amicales. Dans le monde professionnel, si tu as ni courage, ni compétences ou armes, tu vas toujours subir la volonté des autres. C'est eux qui vont t'imposer leur réalité parce que toi, de toute façon, tu n'as ni les arguments, ni la confiance en toi, ni les capacités physiques pour négocier avec la personne en face de toi. Donc, ta seule stratégie viable pour survivre dans ce genre d'environnement compétitif, c'est d'être gentil pour pas te faire écraser. En fait, tu n'as pas d'autre choix. Et ça, c'est de la fausse gentillesse. Dans le monde professionnel, un salarié qui n'a pas des compétences folles, qui est remplaçable et qui en plus de ça n'a pas de courage, il ne pourra jamais entrer en confrontation avec son patron. Il n'aura pas la force et les arguments nécessaires pour négocier avec son patron et peut-être avoir une augmentation ou tout simplement pour pas se faire exploiter. Comme il n'aura pas un levier de négociation, son patron, s'il est malveillant, il pourra très bien lui dire, lui donner plein d'heures supplémentaires, même sans le payer, ou alors ne pas lui donner ses congés ou je sais pas quoi. Il pourra abuser de lui et le salarié, sa seule stratégie, comme il a ni courage d'aller en face à face, de confronter son patron, ni compétence pour jouer sur le fait que il est utile à l'entreprise. Sa seule stratégie pour rester dans l'entreprise et espérer une augmentation, ça va être d'être tout le temps gentil avec le patron, de lui lécher les bottes, alors que sûrement dans son dos, il va l'insulter ou lui dire des trucs méchants. Et ça, c'est de la fausse gentillesse. C'est pas ça la gentillesse. Pour être un vrai gentil, il faut pouvoir être agressif, être méchant, aller à la confrontation. Et j'ai un exemple bien parlant à vous donner pour que vous compreniez mon idéal de l'homme vraiment bon
qui sait être méchant et pourquoi ce chemin-là, c'est le meilleur à prendre. Tard le soir, t'es dans le métro et il y a un gars qui rentre dans ta rame de métro, il n'y a personne dedans, il est capuché, il a un air agressif, il se dirige vers toi et il te raquette, il te demande ton téléphone, sinon tu vas passer un sale quart d'heure. Avant, petit détail dans l'histoire, on va dire que les armes n'existent pas parce que dans cette situation, si un mec se pointe avec un couteau et te demande ton téléphone, de te donner ton téléphone, sinon il te plante alors que tu es coincé comme ça derrière la vitre du métro, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de lui donner ton téléphone. Vaut mieux perdre son téléphone que de perdre sa vie ou de finir handicapé. Mais j'utilise quand même cet exemple, cette petite histoire, parce que je trouve qu'elle illustre très bien ce que je veux vous faire comprendre. Donc, première situation, tu n'as soit ni le courage, ni les compétences, la force, le levier pour te défendre. Donc, tout simplement, tu vas donner ton téléphone et tu vas perdre ton téléphone. Deuxième situation, soit tu as le courage, soit tu as les compétences pour te défendre, ou alors tu as les deux et du coup, tu ne te laisses pas faire, tu lui en mets une, le mec il part, tu gardes ton téléphone. Troisième situation, c'est l'idéal, c'est la meilleure situation possible. Le mec arrive vers toi, il te menace, il te dit « donne-moi ton téléphone ou je te pète la gueule ». Tu lui dis « non mec ». Tu lui pètes la gueule, donc tu gardes ton téléphone et juste après, tu te poses avec lui sur le banc, là dans le métro, tu te mets à côté de lui, vous discutez et tu lui dis « mec, tu peux pas faire ça, tu peux pas agresser les gens comme ça, c'est pas bien, ça fait peur aux gens, ça leur fait du mal. Et si tout le monde commence à faire comme toi, on va créer une société invivable, c'est pas le but, on veut vivre dans une terre avec des gens qui se sentent en sécurité et qui sont heureux. T'as compris? Donc ne recommence pas. » Et juste après, encore mieux, le mec, tu vas l'aider à trouver un travail, tu vas le prendre par la main, tu vas l'emmener dans des entreprises faire des entretiens d'embauche ou alors tu lui apprends à faire beaucoup d'argent. Comme ça, le mec, il aura plus besoin de racketter des gens pour avoir des iPhones, il aura plus de problème d'argent et même il aura tellement d'argent qu'il pourra acheter des iPhones à toute sa famille. Ça, c'est la meilleure chose à faire, c'est le meilleur scénario possible. Mais pour faire ça, pour être gentil avec lui, avant, il faut pouvoir être très méchant, être agressif, libérer l'animal, lui péter la gueule pour ensuite lui donner de l'amour, de la gentillesse et l'aider dans sa vie. Mais tu peux pas faire les choses dans le mauvais ordre. S'il te raquette, il te menace et il te demande ton téléphone, tu peux pas tout de suite être gentil avec lui, il va pas comprendre. Et puis ce sera de la fausse gentillesse. Tu vas être gentil avec lui parce que tu as peur, parce que tu sais pas te défendre ou t'es pas courageux. Donc voilà pour ce petit exemple, j'espère que vous compreniez mieux ce que je veux vous dire. Et tout ça on revient sur le sujet. Moi, ça fait à peu près 3-4 ans que je suis en train de bosser sur ce truc-là pour être un vrai gentil, d'augmenter mon niveau de méchanceté et libérer l'animal, ça fait partie du processus d'augmenter mon taux de méchanceté. Et je pense que beaucoup de personnes devraient être comme ça, apprendre à devenir un chien de la casse, à être plus agressif pour pouvoir ensuite être un vrai gentil. Petite définition aussi, avant, bien comprendre ce que c'est un chien de la casse, c'est un archétype que j'aime beaucoup qui regroupe plusieurs caractéristiques. Mais déjà, moi, quand j'imagine cet animal, quand je dis libérer l'animal, j'imagine vraiment le chien, la bestiole, comme j'avais dit dans ma vidéo, qui est acculé dans un coin comme ça par un chasseur ou un anaconda de 30 mètres, qui est ce chien-là, cette bestiole, est dans un piteux état, elle sait qu'elle va mourir, mais elle a quand même une petite lueur d'espoir et elle va donner toute la force qui lui reste en elle pour se débattre, pour détruire la personne qui est en face d'elle ou l'animal, le serpent, pour survivre. Je vois vraiment le chien comme ça, tout pouilleux, tout déchiqueté, vraiment malpropre, avec ses babines qui remontent et ses dents. Tu vois ses dents qui ressortent. Il y a de la bave dans son regard, dans ses yeux. Tu vois que c'est un mélange de peur pour sa vie, mais en même temps une envie de tuer, d'en finir avec la personne qui menace son intégrité physique et sa survie. Donc pour moi, le chien de la casse, il a plusieurs caractéristiques comme la force, l'endurance, il va tenir sur la durée, même s'il est crevé au niveau du cardio, c'est difficile, il va tenir, il a un gros mental, il va jamais abandonner tant qu'il y a encore une toute petite lueur d'espoir, il va tout donner jusqu'à ce qu'il soit mort ou que le mec en face soit mort. Et bien sûr, une agressivité en lui qui sait déployer quand sa vie est en jeu. Mais là, ça va pas être un tuto sur comment avoir de la force ou comment être endurant. On va surtout s'attarder sur la partie mentale parce qu'en réalité, tout part de là et aussi parce que j'ai fait une expérience pendant que j'étais en Thaïlande.
où j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Donc bien sûr, c'est en salle que tu améliores tes capacités physiques, mais il y a aussi ce qui se passe dans ton cerveau. Moi, il fallait débloquer un truc parce que là, j'allais être dans une situation où je devais faire mal à un humain, je devais détruire un autre être humain. Et moi, ça me paraissait mais complètement lunaire. Enfin, je me suis jamais battu dans la vraie vie, j'ai jamais eu besoin de me défendre, j'ai jamais agressé quelqu'un, donc je sais pas ce que ça fait d'avoir l'intention de faire mal à quelqu'un, de tuer quelqu'un avec des coups. Et ça, j'avais peur que ça me bloque. J'avais peur que mon pire cauchemar devienne la réalité. Que quand je tape quelqu'un, quand ça touche pas, ou alors je le fais pas mal, j'ai pas l'intention qui va avec, je suis trop cérébral. Donc il fallait débloquer ce truc-là dans mon cerveau. Ma stratégie pour devenir un chien de la casse, c'était de faire de la visualisation. Donc là, je m'aventurais dans un truc un peu bizarre pour moi qui suis très cartésien et que si quelque chose je ne le vois pas et je peux pas trop l'expliquer avec du rationnel, j'ai du mal à le comprendre et à faire confiance en ce genre de technique. Donc la visualisation qui est le fait juste de s'imaginer quelque chose, un scénario en espérant qu'il se produisent dans la réalité. Et il y avait certaines personnes, j'avais vu, qui disaient que oui, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité, donc tu peux un peu l'entourlouper comme ça, mais j'avais aussi vu des personnes qui débunkaient ce truc-là, qui disaient que c'était totalement faux, que ton cerveau fait bien la différence entre ce qui se passe à l'intérieur et dans la réalité. Mais bon, comme toutes les choses sur Internet, on entend cette chose-là et on entend son contraire. Donc la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est juste de tester par soi-même et de voir ce que ça donne. Donc c'est ce que j'ai fait. Pendant 30 jours, quand j'étais en Thaïlande, tous les soirs, après mes 2 entraînements, je me posais en mode méditation, je fermais mes yeux avec un audio et là, j'imaginais tout ce qui pouvait se passer pendant mon combat. Donc moi, le plus important, ce sur quoi je me concentrais le plus, c'était imaginer mon poing. Donc vraiment ressentir toute la puissance que je pouvais mettre et qu'il atterrissait dans le visage de quelqu'un pour lui faire mal, pour le détruire. Je faisais pareil avec mes kicks, avec mes poings, avec mes kicks. Et j'imaginais aussi des moments où je recevais un coup et que j'avais mal. Je recevais un middle, j'étais essoufflé, j'avais la respiration coupée. J'essayais de l'imaginer, de le visualiser, mais de le ressentir dans mon corps aussi. Et j'allais dans les détails. Je prenais le temps de visualiser. Je m'imaginais faire les combos. J'imaginais bien mon poing arriver sur le visage du mec, sentir toute la force que je pouvais mettre et voir son visage se décomposer avec le sang qui pouvait couler, tout ça. J'ai commencé par faire ça 5 minutes par jour, puis 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes et je crois que je suis allé jusque 30 minutes et je faisais ça en mettant un petit audio en fond, un passage de l'Iliade qui est un de mes passages préférés de l'Iliade où Achille apprend la mort de Patrocle, où il se met dans une colère terrifiante. Il va sortir de sa petite cabane parce qu'il voulait pas aller se battre et là, ça lui donne tellement la rage que en fait, il veut aller casser la gueule à tous les Troyens. Il veut tuer des Troyens à tour de bras. Ensuite, je mourrai moi aussi, je le sais, mère. Mais je veux d'abord briser avec ma lance la vie de cet homme et semer autour de moi tant de morts que les femmes de Troie regretteront le temps où cette guerre se faisait sans moi. Et dans ce passage-là, en fait, on le décrit, on ressent son énergie qui est une énergie de destruction, de mort en fait. Il veut la mort de centaines et de milliers de personnes et il est prêt à y aller. Il y a absolument rien sur Terre qui va l'arrêter. Et c'est exactement l'énergie que je voulais avoir en montant sur le ring. Donc j'essayais d'absorber l'énergie d'Achille et aussi sa colère. Pour moi, sa colère dans ce moment-là, c'était un exemple parce que moi, je suis quelqu'un qui se met très peu en colère, très rarement en colère parce que j'ai une colère qui… dès que je commence à me mettre en colère, je rationalise très vite et je me dis « Non mais Paolo, si le gars a fait ça pour t'énerver, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que, je sais pas, il est pas bien dans sa vie ou là il a une mauvaise journée. Il y a forcément une raison qui explique qu'il a ce comportement qui t'énerve. Et puis même toi, à quoi ça sert de t'énerver là ? Franchement, reste tranquille, ne t'énerve pas. » Mais Achille ne se pose pas ce genre de questions. Jamais de la vie, ça traverse son esprit. C'est une colère qui est tellement déraisonnable que moi, elle m'inspirait. J'avais aussi besoin de sentir ces trucs-là parce que pour moi, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, j'ai choisi cet audio
pour l'énergie destructrice d'Achille et sa colère qui est complètement déraisonnée. C'est quelque chose que je voulais prendre en moi. J'aurais pu prendre des morceaux de rap, de Caris, de trap ou je sais pas quoi, mais je pense que ça n'aurait jamais été aussi puissant que cet audio de l'Iliade. Et les résultats, c'est que ça a tellement bien marché. En même temps, tous les jours, tous les soirs, je m'imaginais être un putain de chien de la casse, un mec qui n'avait aucune race et qui voulait juste détruire le gars en face de lui. Donc forcément, le jour J, ça a eu un impact sur moi. Et vous allez me prendre pour un fou, mais tout ce qui s'est passé sur le ring, je l'avais vu dans ma tête. Il y a un moment dans le combat, je crois que c'est le seul moment dont je me rappelle tellement c'était incroyable la sensation que j'ai vécue. C'est en fait, j'en ai mis une, je crois que c'était une droite. Et il s'est passé exactement ce que j'imaginais dans ma tête pendant ma visualisation. C'est-à-dire que j'ai ressenti toute la force que je pouvais mettre. J'ai vu, en fait, dans son visage, dans le mouvement qu'il a fait avec sa tête, ce qu'il avait dans son regard, ses yeux et le saignement, c'était exactement ce que j'avais visualisé pendant mes méditations. Et là, j'avais eu l'impression d'être dans un univers parallèle où en fait, ce que j'imaginais dans mon esprit et la réalité, en fait, ça s'est synchronisé et il y a eu une sorte de flow. C'était un truc magique. La sensation est incroyable et c'est juste avec ce moment-là que je me suis dit, ok, putain, ça a marché en fait. Et quand je re-regarde le combat, les images du combat, je me dis, mais il y a des moments, mon regard, mon énergie, comment je suis, je me reconnais pas du tout. Le mec, j'avais envie de lui faire du mal. J'avais vraiment envie de lui faire du mal. J'étais trop énervé, j'avais le démon. Il y avait un moment où même, je fais un enchaînement, il tombe par terre. Et là, en fait, j'étais tellement énervé et en colère où le gars, il tombe par terre et je vais pour le finir au sol. En fait, pour le terminer, lui mettre des patates au sol. Mais en MMA, t'as pas le droit de faire ça. Pardon, j'ai fait un lapsus. Mais justement, j'étais en mode MMA, mais c'est en Muay Thai, t'as pas le droit de faire ça. Quand le mec est au sol, tu vas pas le chercher au sol et lui mettre des coups de poing. Et moi, j'étais tellement ensorcelé, j'étais marabouté que le gars, je voulais le tuer, je voulais le buter. Et j'arrivais pas à redescendre. Même à la fin du combat, normalement, voilà, tu te fais une accolade, tu félicites le mec, c'est un sport. Donc, enfin voilà, on est là pour le sport, on n'est pas là pour se tuer. Et j'avais complètement zappé ça parce que mon énergie, j'arrivais pas à redescendre. Et c'est le mec qui vient vers moi et qui, même, il me fait un bisou sur la joue. Et moi, j'étais en mode... Tu sais, j'ai pas compris. Et même à la fin du combat, on m'enlevait mes bandages et tout. Et le gars, il vient pour prendre une photo avec moi, alors que normalement, c'était à moi de faire ça. Comme j'ai gagné, tu vas voir le perdant et tu le félicites, tu dis bien joué, mec et tout. C'était un beau combat, on s'est bien battu. Et moi, à la fin du combat, quand c'était terminé, c'est comme si j'avais une haine envers lui que je m'étais créée tout seul. Et là, avec du recul, je me dis, mais putain, le pauvre, parce qu'il était sympa et tout. Et moi, j'étais pas du tout dans la bonne énergie. J'étais pas dans l'énergie du sport. Mais je suis content parce que, en fait, être dans l'énergie du sport, être fair play et être gentil, ça, c'est le Paolo de la vie de tous les jours. Mais pour ce jour-là, je voulais pas être ce Paolo. Donc, même si j'ai été, je pense, un peu un gros chien de la casse, à essayer de le taper au sol, à être même agressif à la fin, en fait, j'ai réussi l'objectif que je voulais à la base, c'est-à-dire libérer l'animal qui est en moi. Parce qu'en réalité, la victoire, je m'en foutais. Moi, mon seul objectif, c'était de ça, en fait, de libérer l'animal. Et j'ai réussi. Et pour reparler de la visualisation, j'ai envie de vous dire, ça marche tellement bien que, en fait, ce qui s'est passé sur le ring, c'est uniquement ce que j'ai imaginé. Et tout ce que je n'ai pas imaginé pendant mes visualisations, ça ne s'est jamais produit. Pendant mes visualisations, j'allais dire, je ne mettais pas de coups de genou. Peut-être que je mettais des coups de genou, mais pour la forme, en tout cas, je n'avais pas l'intensité, je n'avais pas la force, je n'avais pas vraiment l'intention de faire mal avec mes coups de genou dans ma tête. Et même d'en mettre, en réalité, quand je faisais mes visualisations, je me disais, bon, allez, vas-y, tu vas mettre un petit coup de genou quand même pour la forme. Et ça fait que sur le ring, au début, j'ai dû mettre, premier round, j'ai dû mettre 3 coups de genou en tout. Et après, c'était terminé. J'en ai plus jamais mis. Et c'est pareil pour le clinch. Pendant ma visualisation, j'imaginais pas de clinch. Et ça fait que sur le terrain,
quand on était au corps à corps, juste on se tenait et je faisais rien d'autre. En fait, j'étais pas confiant. J'ai pas développé une confiance par rapport à ses capacités parce que je les imaginais pas. Ou quand je les imaginais, j'étais pas sûr, j'étais pas convaincu de moi. Et c'est pareil avec mes middle. À chaque fois pendant les entraînements, pendant les sparring, je mettais des middle et je voyais qu'ils étaient beaucoup trop lents. Soit je touchais pas, soit le mec arrive à esquiver ou à m'attraper la jambe. Du coup, je m'auto-persuadais en me disant que mes jambes étaient trop lourdes, que mes middle étaient pas assez rapides. Du coup, j'avais pas confiance en cette capacité. Pendant les visualisations, je mettais pas assez l'accent sur les middle. Ça fait que dans le fight, je n'ai mis, je crois, en 4 rounds, qu'un seul middle. Et encore, c'est parce qu'il était facile à placer, le mec était un peu tourné et je savais qu'il allait pas pouvoir bien me répondre, donc j'ai mis un middle tranquille. Mais c'était le seul. Avec cette expérience de 30 jours de visualisation, je me rends bien compte du pouvoir de l'esprit pour modifier sa personnalité. En fait, tout part de là. C'est quelque chose qui a déjà été dit, on le sait, mais j'aime bien l'illustrer avec quelque chose que j'ai vécu. Par contre, c'est chiant à faire, c'est une habitude que tu dois faire quotidiennement, tu dois prendre quelques minutes dans ta journée où tu vas rien faire, juste tu vas te poser, fermer tes yeux et imaginer des trucs dans ta tête. Par contre, ça marche. Tu peux tellement t'ensorceler, te persuader de quelque chose pour augmenter ta confiance en toi, que ce soit, je sais pas, un examen ou même un combat, une compétition. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester un jour si je refais une conférence, vraiment pour qu'elle soit incroyable et que moi sur scène je sois exactement comme je souhaite être, avec la bonne énergie, la bonne diction, la bonne présence sur scène. 30 jours avant la conférence par exemple, et ben tous les jours je vais me répéter que ce soit mon speech, mais aussi la manière dont je vais occuper l'espace, la manière dont je vais être à l'aise, avoir confiance en moi. J'ai hâte de tester ça sur quelque chose d'autre, mais en tout cas là, ben j'ai réussi ce que j'avais à faire grâce à la visualisation. J'ai réussi à être un vrai chien de la casse, à augmenter mon niveau de méchanceté pour réaliser mon objectif, un de mes objectifs de vie ultime, de devenir l'homme le plus bon, le plus bienveillant sur Terre. Mais pour ça, avant, il faut être méchant, il faut savoir être méchant pour devenir un bon et un vrai gentil.